Je vous remercie tous d'être là. C'est avec un grand plaisir que je vais vous présenter les résultats de notre essai Caliréa. Je vais commencer à vous expliquer pourquoi on s'est intéressé à la réhabilitation et donc je vais vous rappeler la définition de l'OMS qui est assez ancienne, 1980, et c'est l'ensemble des activités qu'on va essayer de mener pour enrayer, influencer le processus d'une maladie chronique, et ceci sur le plan de la santé à la fois physique, mentale, sociale, pour que le patient puisse, par ses propres moyens, revenir à une vie quotidienne la plus normale possible. Donc, vous voyez que il y a deux points très importants. C'est qu'on ne s'adresse pas que à l'activité physique. Il y a les trois plans de la santé, mentale, physique et sociale. Et l'autre notion importante, c'est qu'on vise à améliorer l'autonomie du patient. Alors pour cela, la réhabilitation, elle repose sur une pratique qui utilise un trépied. Donc bien sûr, il y a un réentraînement à l'effort qui est basé sur l'activité physique adaptée aux patients. Et puis il y a toute une part très importante d'éducation thérapeutique, et puis ce que les adultes appellent plus l'optimisation thérapeutique. Tout ça a fait que dans les années 2010, nos sociétés savantes ont déjà dit qu'avec un haut niveau de preuve, il faut des études longues avec des essais randomisés contrôlés pour dire ça, il était nécessaire de faire de la réhabilitation pour les adultes qui avaient une coronaropathie et ou une insuffisance cardiaque. Alors, chez nos patients atteints de cardiopathie congénitale, ben, le niveau de preuve, il est beaucoup moins bas et c'est pas une pratique encore très habituellement répartie. Donc, si on regarde en 2020, qu'est-ce qui a été fait comme essai randomisé contrôlé en cardiopathie congénitale? On en trouve 15, et dont la moitié chez l'enfant. Et les résultats, en poulant toutes ces études, ils sont assez modestes sur ce qu'on appelle l'aptitude physique et l'activité physique, qu'on mesure donc par la VO2 ou par des questionnaires, et encore plus modestes sur la qualité de vie. Et ce qui fait que leur recommandation, c'est il faut y aller, il faut mener d'autres essais randomisés contrôlés avec des méthodologies innovantes et en essayant de promouvoir cette pratique. Alors, je vais m'arrêter un peu sur l'activité physique, puisque c'est quand même centré sur cette activité physique. Et vous voyez qu'il ne se passe pas une journée sans que l'on puisse recommander cette activité physique pour tous, hein, même si on n'a pas de cardiopathie congénitale, parce que c'est absolument extraordinaire. On connaissait les effets cardiovasculaires, mais ça ne s'arrête pas là. Vous avez une diminution de l'ostéoporose, une diminution des cancers, sein, côlon, et surtout, on a une action neurologique, c'est-à-dire que vous allez devenir plus intelligent et moins dépressif. Alors, qu'est-ce qui est recommandé par l'OMS pour tous ici que nous sommes? Chez le petit enfant, c'est quand même 3 heures par jour, hein. On interdit les écrans avant l'âge de 3 ans. Chez l'enfant plus grand et l'adolescent, c'est donc 1 heure par jour, et avec 3 séances de renforcement musculaire, d'activité modérée à soutenue. Et chez l'adulte, ils mettent ici 30 minutes. On peut trouver 150 minutes, c'est-à-dire donc une semaine de 5 jours. Le week-end, c'est libre. Alors, en France, sur la dernière étude qui commence à dater, et donc je pense qu'elle reste encore un petit peu optimiste, on a un enfant sur 3 qui réalise ces recommandations et 2 adultes sur 3. Alors pourquoi prendre cette activité physique comme une stratégie thérapeutique? On sait que ce qu'on appelle l'aptitude physique, c'est un vieux concept qu'on appelle le concept de Wood. Elle reflète directement et au mieux l'handicap de la maladie et surtout la qualité de vie. Donc vous voyez que d'ailleurs, qualité de vie, VO2, c'est ce qu'on mesure pour analyser la capacité physique, et pronostics sont intimement reliés. Et ainsi, si vous gagnez 3,5 millilitres de VO2, vous allez perdre 9% de mortalité. C'est le premier concept. Et puis, la qualité de vie, vous voyez qu'elle est directement reliée à l'activité physique, la VO2 max, cette fameuse capacité à l'effort. Donc, le troisième point, c'est pourquoi nous sommes intéressés aux cardiopathies congénitales. Donc là, vous le savez tous, la survie des patients a énormément augmenté. Leur espérance de vie rattrape celle de la population générale.
Et puis, on a eu une alerte d'une étude qu'on aime bien citer avec Pascal, c'est-à-dire que dans les cardiopathies, même celles qui ne sont pas complexes, les cardiopathies dites simples, ou par exemple les pathologies juste de la valve aortique non décompensée, les facteurs de risque et le risque cardiovasculaire à l'âge adulte est beaucoup plus important que dans d'autres populations. Ainsi, un patient qui a une cardiopathie congénitale, il a 2 fois plus de risques, indépendamment des autres facteurs de risque que sont le tabac, l'obésité, le diabète, d'avoir un accident coronaire et il a 13 fois plus de risques d'avoir une insuffisance cardiaque. Donc, c'est une bonne raison pour envisager la réhabilitation. Donc, on a commencé tôt. On a pu montrer que dans une population d'enfants, quand on compare leur VO2 max, donc leur épreuve d'effort, leur capacité physique à une population témoin, même si celle-ci globalement est tout à fait satisfaisante, à 93% de la valeur témoin, de la valeur des contrôles, on s'aperçoit qu'à partir de l'âge de 12 ans, elle va diminuer de 2% par an. Donc, il faut s'en occuper tôt. Et les Canadiens, c'est le schéma de gauche, de droite, pardon, ils ont pu montrer que dans la vie quotidienne, c'était un peu la même chose. En mettant des actimètres chez les enfants, on s'est aperçu qu'il n'y avait que 8% des enfants canadiens avec cardiopathie congénitale qui faisaient les 60 minutes recommandées par l'OMS d'activité physique par jour. Alors pourquoi aussi en maladie chronique? Parce qu'on peut considérer que la cardiopathie congénitale est une forme de maladie chronique. C'est qu'on voit arriver un déconditionnement. Et ce déconditionnement, on l'a retrouvé chez nos patients en mesurant cette VO2 max qui diminue au fur et à mesure des ans par un certain paramètre que je vous ai mis là, qu'on appelle le seuil ventilatoire. Donc vous voyez, vous avez un jeune là, je ne sais pas si vous voyez ma petite main, non, vous ne la voyez pas, mais vous voyez bien qu'on a un jeune qui donc fait une épreuve d'effort et qui a un masque qui nous permet d'analyser les échanges gazeux. Et donc on va mesurer combien d'oxygène il va consommer pour faire marcher ses muscles et arriver au maximum de son effort. Et on arrive à une VO2 max qui signe sa capacité physique. Le seuil ventilatoire numéro 1, que je vous ai mis en bas, on le calcule quand notre production de gaz carbonique s'enflamme, notre ventilation devient beaucoup plus importante, c'est notre seuil de dyspnée et ça correspond au moment où le muscle va utiliser des voies énergétiques qui sont différentes de l'oxygène, de l'aérobie et il va sécréter des lactates. Donc c'est là que vous êtes essoufflé et c'est là que vous allez avoir des courbatures. Donc, c'est là qu'on peut dire que si ce seuil est diminué, on est déconditionné. Et ce déconditionnement, il peut aller très vite et vous êtes enfermé. C'est-à-dire que votre cardiopathie va vous donner un certain essoufflement à l'effort. Et cet essoufflement à l'effort va faire que vous en faites moins, puis va se rajouter des pleurs ou des mauvais conseils. Et vous allez vous enfermer dans cette dyspnée. Et plus moins vous en faites, plus vous êtes dyspnéique. Et c'est là le cercle infernal ou vicieux du déconditionnement. Et la réhabilitation, c'est un cercle vertueux pour casser ce cercle vicieux. Donc, j'en viens à notre essai. Donc, un essai randomisé contrôlé, ça se déroule un petit peu comme ça. On a un M0 ou un J0 où on va inclure le patient après l'avoir informé et lui laisser un délai. Ensuite, on va donc le randomiser, c'est-à-dire le tirer au hasard, entre un groupe avec l'intervention et un groupe sans l'intervention, ce qui va avoir son soin courant jusqu'à la fin de l'étude. Et la fin de l'étude, on a choisi volontairement de ne pas la faire juste après l'intervention, mais à 1 an, parce que c'est beaucoup plus logique de voir ce qui se passe, c'est beaucoup plus intéressant pour le patient de voir ce qui se passe à 1 an. Alors, vous voyez que pour ce qu'on appelle les critères d'inclusion, on a inclus des jeunes qui avaient une cardiopathie congénitale entre 12 et 25 ans et on les a sélectionnés, entre guillemets, sur l'épreuve d'effort que je viens de vous décrire, où on avait donc choisi des patients qui avaient un certain degré de déconditionnement. Donc, ils avaient moins de 80% de leur VO2 max, de leur capacité physique aérobie, et ou un seuil inférieur à 55%, ce qui commence à correspondre à un certain degré de déconditionnement. Pour juger de l'efficacité de notre intervention, on avait choisi des critères de jugement. On est obligé d'en choisir un principal et on a choisi la qualité de vie. Vous vous rappelez, au début, je vous ai dit que c'était ce qui avait le plus important et qui était le moins fait. Et donc, après, on a choisi d'autres critères qui sont dits secondaires. Et là, on a choisi des critères cliniques, des critères d'activité physique et de VO2 et des critères de santé mentale.
Donc, c'était un essai qui était donc financé par la DGOS sur l'argent public et on a été aidé de beaucoup d'autres financeurs qui vous sont affichés. C'était un essai multicentrique, donc on a travaillé avec beaucoup de centres en France. Vous voyez que sur la France en rouge, c'est les centres d'inclusion, donc on en avait 12, et ensuite en bleu, c'est les centres de réhabilitation, on en avait 8. Alors, l'intervention, c'est notre fameux programme donc CaliRéhab, et on a dit que c'était un programme hybride. Donc, on a essayé de faire quelque chose d'un petit peu innovant. Donc, on a gardé une intervention en centre sur la première semaine, qui en fait durait 5 jours. Et pendant cette semaine de 5 jours, on arrivait donc à faire quelque chose qui était centré à la fois sur l'activité physique adaptée, avec des séances qui étaient assez contrôlées par rapport à la fréquence cardiaque du seuil, sur un modèle déterminé, sur un vélo, associé à des séances qui étaient beaucoup plus ludiques, dites de parcours, pour inciter le jeune, quand il revient chez lui, à reprendre une activité physique de loisir. Le deuxième élément indispensable de cette réhabilitation, c'était l'éducation thérapeutique qui était largement inspirée de nos protocoles de transition que vous avez vus ce matin. Et enfin, en plus, ils avaient des séances de kinésithérapie, de renforcement musculaire associé systématique, un atelier diététique, une rencontre avec la psychologue du service et enfin une supervision et des entretiens médicaux. Une fois cette semaine effectuée, ils repartaient chez eux et ils avaient un relais à domicile que nous avons donc réalisé grâce au prestataire Stimulab avec 2 séances de coach à domicile, avec une séance en présence et une séance en visio que vous voyez sur le côté droit. Donc, ces séances, elles étaient de nouveau faites avec un vélo qui était prêté au patient sur un modèle pour faire progresser l'exercice à un niveau de seuil qui soit plus intéressant et plus élevé pour lui et pour ne plus être déconditionné. Il y avait donc en plus 3 séances de rappel en centre où ils revenaient dans le centre et où ils avaient de nouveau une séance de DAPA, une séance de TP, une séance de kiné et un entretien médical. Donc, vous voyez qu'au total, ce programme durait 12 semaines. On a réussi à faire nos 142 inclusions, qui était ce fameux NSN que Pascal vous a décrit ce matin, pour essayer d'arriver à avoir un résultat significatif. Vous voyez que l'âge moyen était de 17 ans et qu'on avait moitié filles, moitié garçons. On avait 70% de jeunes de moins de 18 ans et 30% d'adultes. On avait tout type de cardiopathie, opérée ou non opérée, mais avec une majorité d'enfants qui avaient eu une chirurgie. On avait, ce qui est important, puisqu'après cette population de base va être randomisée, donc tirée au sort soit vers le bras intervention, donc soit vers le bras soins courants, on n'avait pas de différence significative entre nos 2 groupes. Ça veut dire que la randomisation a bien marché, heureusement. Notre premier résultat, et donc là, on est extrêmement content pour nos patients et pour l'avenir, c'est qu'il est positif sur la qualité de vie. Donc là, vous avez des petites araignées et vous voyez donc les petits cercles à gauche, c'est les contrôles, et le cercle qui s'éloigne, c'est nos patients. Et donc, c'est significatif sur le score global de qualité de vie et sur le score physique et social en particulier. Donc, c'était notre critère de jugement principal. Donc, c'était essentiel pour nous qu'il soit positif, il l'est. Donc, on a fait plusieurs analyses pour traiter nos résultats. Et la première analyse qu'on est obligé de faire, on l'appelle en intention de traiter. C'est-à-dire qu'on va prendre tous les patients, même ceux qui n'ont pas été mis dans le bon groupe, même ceux qui n'ont pas fait leur questionnaire de fin de réhab. Et lorsqu'on regarde, donc ça c'est un peu le résultat brut sans être affiné. Et donc c'est celui-là qui est positif sur notre qualité de vie, mais pas seulement. Et finalement, on a réussi à augmenter le niveau d'activité physique, on a réussi à faire baisser l'IMC et à faire baisser le taux de dépression et d'anxiété. Donc on a amélioré en quelque sorte la santé mentale et surtout, on a amélioré la connaissance de la maladie. Et là, on remercie nos infirmières de TP. Le deuxième niveau d'analyse qu'on peut faire dans un essai randomisé contrôlé, on l'appelle per protocole. C'est-à-dire qu'on va reprendre tous les patients, mais là, on va garder que ceux qui ont vraiment fait un protocole presque idéal. C'est-à-dire qu'on va faire prendre que ceux qui ont fait 80% des séances.
On ne va pas prendre celui qui a fait que le questionnaire à l'entrée et pas à la sortie. On va sélectionner tous les finalement vrais patients, enfin ou les patients qui ont accédé à un protocole de qualité. Et en per protocole, on attend une majoration des résultats, ce que nous avons eu, que ce soit pour la qualité de vie, l'IMC, le niveau d'activité physique. Et on a mis en plus un autre critère qui, pour nous, est important parce que c'est un facteur de risque, c'est la pression artérielle diastolique qui diminue de 5 points. Et enfin, on a fait une dernière analyse de résultats qui pour nous est importante, qu'on n'a pas située en fait dans les résultats même de l'essai randomisé contrôlé, mais qui est sur nos patients qui ont eu l'intervention. On a regardé juste après notre intervention qu'est-ce que ça leur avait fait, parce que c'est important de se dire. Vous voyez bien que dans les résultats de l'étude, je ne vous ai pas mis que ça avait augmenté la VO2 max. En fait, on n'a pas de différence sur notre épreuve d'effort au 12e mois à la fin de l'étude. Donc, on s'est demandé, est-ce que notre programme n'était pas si bon, en fait, sur l'activité physique? Mais notre programme est bon, puisque sur ce programme hybride de 12 semaines, une semaine ensemble, 22 séances à domicile, 3 journées de rappel, on arrive à monter notre VO2 max de 3 points, ce qui est tout à fait correct quand on regarde dans la littérature ce qui a été montré par les autres chez les enfants atteints de cardiopathie congénitale. On a monté notre seuil, donc ils sont moins déconditionnés. On a monté la puissance maximale, ils sont meilleurs. On a montré notre pouls d'oxygène. Le pouls d'oxygène, peu importe comment on le mesure, mais ça représente un peu le débit cardiaque. Donc, on a probablement aussi amélioré le fonctionnement du cœur. Et puis, là, déjà, en fin de programme, on avait notre pression artérielle et notre fréquence de cardiaque de repos qui était diminuée. Enfin, un point particulièrement important, notre programme n'a pas posé, il n'y a pas eu d'effet secondaire. On est embêté quand on parle en français parce que ça fait on n'arrive jamais à le traduire, donc c'est infernal. Donc, pas d'effet secondaire lié à la cardiopathie. Je ne vais pas vous dire qu'ils n'ont pas eu des courbatures, des douleurs articulaires ou des choses comme ça, mais pas d'incident grave qui puisse faire douter de l'innocuité de notre programme. Quant à l'adhésion, moi qui ai essayé de gérer ce programme tous les jours en quotidien, je ne pensais vraiment pas tomber sur ces chiffres. On a 80% des sessions pour 81% des patients, donc une adhésion à ce programme. Certes, c'était un protocole de recherche, on était un peu toujours derrière, on avait un arc, mais c'est un programme auquel les patients ont adhéré. Et avec vous avez les chiffres de participation. Là, alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on pouvait se demander, est-ce que cette première semaine en centre, est-ce que c'est ça qui les a un peu dégoûtés pour ne pas revenir en centre? Beaucoup de personnes ou de participants nous ont posé la question. Et en fait, la semaine initiale, c'est 91% de participation. À les semaines d'activité physique à domicile, c'est 88%. Et c'est vrai que les journées de rappel, c'était un peu plus compliqué de venir, c'est 77%. Alors, en conclusion, je dirais que nos résultats montrent qu'un programme hybride, donc mixte, centre et domicile, ce qui nous permet à la fois de faciliter la vie du patient, de faciliter l'adhésion du patient, tout en maintenant, grâce à notre première semaine, une prise en charge multidisciplinaire et surtout qui associe l'éducation thérapeutique à l'activité physique adaptée. Un programme que l'on commence précocement, c'est-à-dire on ne le fait pas seulement quand ils sont jeunes adultes, on le fait en ce qu'on appelle en prévention primaire ou en stratégie thérapeutique, est efficace sur la qualité de vie, sur des critères de risque cardiovasculaire, sur la santé mentale et sur l'activité physique. On a une limite. En fait, nos patients n'ont pas réussi à maintenir une activité physique suffisante pour garder l'amélioration de leur VO2. Alors, ça devient une perspective. C'est-à-dire que dans un prochain essai, il faut continuer à accompagner le patient. Il faut introduire des consultations d'accompagnement vers cette activité physique adaptée et vers l'éducation thérapeutique. Enfin, dans les perspectives, on peut aussi essayer d'améliorer le contenu même du programme. On va individualiser, personnaliser un peu plus notre niveau d'exercice. Et puis, on va le rendre plus ludique. On a déjà des écrans, des escape games, des jeux de compétition, mais je ne vous dirai pas tout aujourd'hui. Donc, je conclurai pour dire que c'est
très important de continuer à faire de la recherche, qu'il y a des articles scientifiques qui nous disent maintenant qu'il faut considérer la réhabilitation comme un médicament et le prescrire de la même manière, mais que les médias sont en train de relayer, et donc surtout sur des expériences. Et je vous recommande cet article du Monde sur l'expérience de Strasbourg, où ils ont pu faire de l'activité physique adaptée sur un nombre impressionnant d'habitants de la région. Je vous remercie. N'hésitez pas à poser vos questions. J'en ai une. Du coup, Sophie, tu as conclu en présentant le sport sur ordonnance. Alors, du coup, on en est où? Évidemment, on a tous envie de se faire prescrire du sport par son médecin pour pouvoir avoir un enseignant en activité physique adaptée qui va nous accompagner avec nos difficultés. On en est où? Alors, le décret, c'était 2017 et ce n'était que pour les patients en ALD. Donc déjà, je pense que tu ne pourras pas te faire prescrire du sport adapté. Alors moi, non, mais je parle des patients qui sont en ALD. Voilà. Est-ce que les patients en ALD aujourd'hui peuvent demander un... Donc ils peuvent se faire prescrire, mais ils ne peuvent pas, pour l'instant, il n'y a pas de remboursement pris en charge. Donc la prise en charge d'une activité physique adaptée, elle dépend beaucoup de structures locales, de structures régionales et d'associations et de financement coup par coup. C'est-à-dire que par exemple à Strasbourg, à la mairie, il y a un adjoint de santé qui s'appelle le docteur Fels et qui a réussi à ce que la mairie finance de l'activité physique adaptée pour toutes les populations à risque, en ALD ou pas en ALD. Il y a un forfait pour tous et des associations, des maisons de santé qui se montent avec des salles d'activité physique adaptée coachées par des enseignants d'activité physique adaptée. Et enfin, la dernière solution, si vous n'êtes pas dans une région riche ou orientée, vous avez la possibilité de solliciter votre mutuelle. Et donc, il y a de plus en plus de mutuelles qui font un forfait à pas de 500 € par an pour avoir des cours d'activité physique adaptée. Et la Fédération française de cardiologie a aussi des maisons... C'est des maisons de santé, mais c'est destiné aux adultes, oui, principalement. Oui. Donc, mais c'est une option, du coup. Oui. Oui, c'est pas remboursé. Oui, ils ne veulent pas. Mais il y a quand même certains systèmes qui permettent maintenant de se le faire rembourser. Donc nous, on a réussi à le faire rembourser par la recherche. Et notre but, c'est que ça arrive. Et donc il y avait une dernière négociation qui était justement le 23 septembre au Sénat pour essayer d'avancer. Donc ce qui est en train de se décider, mais c'est pas paru, c'est que ça deviendrait remboursé en insuffisance cardiaque et en diabète de type 2 de l'adulte. Mais il faut qu'on s'accroche derrière le wagon. Par contre, j'ai une petite précision aussi à faire. Je suis cardiaque congénitale et j'ai mon cardiologue qui m'a prescrit à la suite d'une intervention sur blémie. J'ai 1 heure de kiné 3 fois par semaine qui est remboursée par la sécurité sociale. Alors, on a un peu triché, oui. C'est-à-dire qu'en relais à domicile, quand on fait de la réhabilitation en clinique, sans recherche, pour amorcer le relais à domicile, dans le cas de cardiopathie un peu décompensée, parce que sinon on n'est pas vraiment dans les clous, on peut prescrire de l'activité physique adaptée ou du renforcement musculaire en kinésithérapie qui est pris en charge par la sécurité sociale. Mais ce n'est pas dans l'optique vraiment de ce qu'on envisage de montrer dans notre essai. Notre essai, c'est de dire qu'il faut arriver à ce que nos patients reviennent à une vie normale la plus normale possible. On ne veut pas qu'ils soient en réhabilitation toute leur vie. On veut que ça soit une intervention qui a un début, une fin, et qui puisse ensuite reprendre une activité physique de loisir qui soit adaptée et de se connaître assez pour arriver à cette activité. Et s'il faut le refaire chaque année, on peut avoir à le refaire chaque année, mais ça doit commencer et s'arrêter comme un traitement. Mais par exemple, quand il n'y a rien d'autre par rapport à la vie, on fait avec ce qu'on peut, on a à disposition. Bien sûr. Mais en post-opératoire, ça se justifie tout à fait. Hein, je suis d'accord. Tout à l'heure, vous avez parlé pour les personnes en insuffisance cardiaque, effectivement, qu'il pouvait y avoir un système pour être remboursé, c'est ça? En fait, moi, je suis dans un cœur et santé d'un centre de réadaptation.
Et non, je ne trouve pas de moyens pour qu'on prenne une partie, tout du moins, de mon... Donc actuellement, de rembourser, il n'y a que des forfaits d'hospitalisation, soit complètes, soit 2 jours. Ensuite, il peut y avoir des choses qui sont prises en charge par ce qu'on appelle des articles 51, mais c'est encore de l'ambulatoire. Et le relais à domicile ou dans des maisons de santé ou dans des salles de sport, d'activité physique adaptée, pour l'instant, ce n'est pas pris en charge. Mais ce qui avance depuis 2017, je vous dis récemment, ce serait peut-être que ça soit pris en charge pour l'insuffisance cardiaque et le diabète de l'adulte. D'accord. Mais c'est pas sorti. Ils l'ont discuté le 23 septembre 2023. Merci. Pour reprendre sur l'autonomie ensuite, on a quand même, alors moi je suis prof, on fait de l'inclusion dans les écoles sur les handicaps, sur le autisme, sur les 10, sur tout ça, mais ça serait bien peut-être que les profs de sport, tout simplement, déjà ils soient formés à inclure aussi tous les enfants déjà cardiaques et peut-être d'autres qui ont besoin d'avoir une activité physique adaptée. Alors là, on ne parle pas de réhabilitation, mais dans la continuité. Et je pense que c'est hors radar complètement de l'éducation nationale, j'en parle même pas, mais en fait, ouais, ce serait pas mal qu'il y ait des formations et que peut-être dans le cadre de cette inclusion, ça pourrait être des pistes de travail, à mon avis, de formation de ces collègues. Oui, bien sûr, ça serait super d'arriver à avoir une veine APA dans le prof de PS. Mais finalement, c'est peut-être pas notre but premier. En fait, l'APA, c'est plus pendant la période de réhabilitation. Et ensuite, quand on a fini la réhabilitation, il y a un bilan de fin de réhabilitation. Et donc, cette fin de réhabilitation, on fait notre épreuve d'effort pour montrer au patient qu'il s'est amélioré, qu'il n'a toujours pas de risque. Et ensuite, il va avoir une consultation APA, une consultation ETP, où on va dire, bon, alors maintenant, qu'est-ce que tu vas faire dans la vie quotidienne? Donc, évidemment, en fonction de son profil cardiaque, de son profil psychologique, on peut le mettre soit en activité physique adaptée, mais ce qu'on souhaite, c'est qu'il revienne à un sport classique, comme un autre enfant. Alors, quant à l'éducation nationale, je pense que le problème, il est encore en amont des cardiopathies congénitales. C'est qu'en France, c'est une catastrophe par rapport à l'Allemagne. Donc, tous les enfants ne font pas assez de sport. Oui, et dans les études épidémiologiques, on est 119 sur 126 pays analysés. Je disais ça aussi parce que je pense que les collègues sont souvent, je côtoie en fait, mais je pense qu'ils ne sont pas toujours sensibilisés ou ouais, ils ne savent pas trop comment prendre les choses en fait par rapport à ça. Et du coup, voilà, ne serait-ce qu'une sensibilisation parce que au-delà de, oui, enfin moi je pense vraiment au-delà de la réhabilitation quand même de dire maintenir. On a parlé ce matin de la transition adulte, enfin enfant adulte au moment de l'adolescence. Enfin c'est aussi tout ça, ça peut jouer quand même pas mal au moment de l'adolescence aussi. Donc maintenir une activité physique, voilà, ça se Moi, j'ai des enfants qui n'ont pas de problème cardiaque, mais il a fallu aussi voilà, leur montrer tout l'intérêt de Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais je pense qu'on aurait une sensibilisation à une activité physique adaptée pour les patients atteints de cardiopathie congénitale si on avait déjà une sensibilisation à la pratique sportive chez l'enfant tout venant. Juste pour répondre à ta question sur la formation, elle existe, sauf que tes collègues, ils ont fait Bac+3 prof de sport, et qu'aujourd'hui, il y a un master à part. Donc, en fait, évidemment, il y a 10 ans, 20 ans, il n'existait pas. Mais aujourd'hui, je peux t'assurer que les jeunes qui sont à la fac de STAPS, ils savent qu'il existe cette nouvelle filière et ils savent que nous, derrière, on veut le faire rembourser par la Sécurité. Donc, tes collègues sont informés par il y a des facs, je vais prendre le relais parce qu'il ne sait pas faire marcher le micro. Donc, il y a des facs où il y a plus d'APA qui sortent que de profs de PS. Certaines facs sont très orientées APA. Non, ça avance super bien. Et c'est l'éducation nationale qui doit mettre aussi. Ouais, mais il y a vraiment un virage en ce moment qui est très positif. Tout ce programme Caliréhab, c'est plusieurs millions d'euros d'argent public. Donc, ça veut quand même dire que ça avance peut-être pas assez vite, probablement. Et nous, là, on monte dans quelques semaines une consultation APA dans le service où il y aura un APA, ça va commencer là dans un mois ou deux, pendant la consultation de cardiologie congénitale. Et donc, tu vois, vraiment, là, c'est plus la recherche.
Et donc, l'APA va devenir le professionnel de santé qui va être mon bras droit. Et donc après, aux profs de sport de suivre, mais ceux qui sont un peu plus vieux ne savent pas évidemment qu'il y a un master. Mais les jeunes, je peux t'assurer qu'ils le savent. Vous allez voir maintenant des masters APA dans les services de cardio-pédiatrie. Sébastien, au niveau de l'éducation nationale, le problème suivant aussi, c'est que les dossiers des enfants ayant des difficultés, que ce soit des dyslexies, des dyspraxiques ou des cardiaques congénitaux, ça n'arrive en paquet comme ça. Alors, tu t'appelles QT long et tu écris QT long sur ton dossier et tu fais entre 2, 10 ou. En fait, ils ne savent pas de quoi il s'agit. Et en fait, c'est noyé dans le mix. Je pense que c'est très global, là, l'éducation nationale. Le problème qu'on a avec l'éducation nationale, et on l'a tous vécu, c'est qu'on ne peut pas faire de sport sans être noté. C'est-à-dire que participer à un cours de sport, il faut une note, et que quand effectivement on va encourager un gamin qui va être au collège à vouloir faire du sport dans le cadre, c'est compliqué. Donc le mieux, les profs nous conseillent de les dispenser. On en arrive à ce système-là. Ça, c'est la réalité. Alors, Pascal nous fait rêver en nous disant que maintenant ils vont faire un master en plus de leur école normale. Donc on y croit tous qu'ils vont avoir maintenant un bac plus 6 ou 10 ou 12 maintenant qui vont pour venir enseigner en collège. J'ai quelques doutes quand même malgré tout. Je pense qu'il y a un chemin à faire qui est encore un peu long. Ils peuvent être éducateurs en activité physique adaptée en licence. On évalue par compétences maintenant. Il y a les notes, on les oublie un peu quand même. Oui. Mais oui, c'est plus facile de les laisser à la bibliothèque. Ou de porter les maillots et laisser les ballons. Et en principe, tu devrais pouvoir demander de passer un bac en activité physique adaptée dans toutes les circonscriptions. Ouais. Mais c'est difficile à faire. Mais officiellement, ça devrait être faisable. Bonjour, ça va. Alors, je suis papa d'une petite fille qui a 5 ans, bientôt 6 ans, qui a eu une intervention CIV. Je suis le beau-père, c'est ma fille, c'est pareil, d'une fille qui a 19 ans, qui, elle, a un QT long. Donc, je connais très bien ces deux approches. Vous parliez du sport santé. Je suis également éducateur sportif dans le milieu du basket en tant qu'ancien sportif de bon niveau, avec une formation qualification brevet fédéral de type CQP. Nous avons dans notre formation, par rapport aux personnes qui ont des pathologies, une attention particulière, et c'est pour ça que nous passons aujourd'hui, pour pouvoir obtenir nos diplômes, le diplôme de premier secours. Donc ça, c'est une première base. Au niveau fédéral, donc la fédération de basket a développé depuis maintenant 4 ans ce que l'on appelle le basket santé. Basket santé qui est adapté par rapport à des personnes ayant des problèmes soit pathologiques, peut-être cardiaque pour certains. Le club de Talence, pour ne citer que lui, a ouvert directement des créneaux et une structure spécifique à cela, avec une licence qui est adaptée d'un point de vue tarif à la pratique, et avec un éducateur qui est spécialisé dans ce domaine-là. Donc, je sais qu'au niveau de l'éducation nationale, il y en a certains qui se sont rapprochés du club pour pouvoir échanger sur ces sujets-là. Alors moi, après, en tant qu'entraîneur, j'ai entraîné ma fille qui avait son QT long initialement, mais je ne le savais pas. Il n'était pas encore décelé à ce moment-là. Il y a une approche qui est par rapport à la compétition qui est très poussée. Et effectivement, dès qu'on a identifié ceci, bon, au niveau scolaire, pour en revenir à ce qui était sur le fait de devoir porter les ballons, tenir les sacs et autres, elle a été confrontée à ça. Elle, pourtant, en tant que sportive, puisqu'elle a été, elle était considérée comme haut niveau, étant rentrée en centre de formation, et c'est qu'en centre de formation qu'on a décelé sa pathologie. Pour l'enfant, donc on parlait de l'aspect moral, effectivement, c'est le coup dur, c'est la massue, c'est tout ce qui va avec, qui anéantit une vie, quelque part. Mais avec son éducateur, enfin son professeur qu'elle avait à l'époque, il y a toujours eu un échange, un dialogue, et elle a essayé petit à petit de garder quand même un lien avec la pratique, chose qu'elle est en train de faire aujourd'hui différemment, à un niveau bien moins important, mais qu'elle essaye de faire. Donc ça, après, c'est aussi une question de volonté de la part de la personne, de l'individu, et savoir comment l'adapter, je pense, à une discipline. Voilà. Donc ça, c'était juste une petite parenthèse que je voulais faire. En tout cas, c'est une belle expérience basket santé. On
encore merci. Juste un petit mot. Donc nous, on a été centre référence pour le programme. Juste pour échanger un petit peu, voir ce que ça a apporté au sein des équipes et dans notre prise en charge. Ce programme, il est directement en lien évidemment avec l'éducation thérapeutique ce matin présenté sur le programme Transition, parce que ça a été un programme qui a fait ressortir deux choses: l'importance de la prévention. On s'est rendu compte de plein de choses et je fais aussi le lien avec l'éducation nationale. On s'est rendu compte qu'il y avait des enfants qui ne savaient tout simplement pas respirer en dehors de leur cardiopathie, parce qu'on leur avait jamais appris comment on respirait quand on faisait du sport ou un exercice physique. Voilà, donc il y en a beaucoup en fait. Il y en a beaucoup. C'est assez incroyable d'entendre ça, mais voilà. Donc, on s'est rendu compte de beaucoup de choses comme ça qui nous a fait développer un programme d'éducation thérapeutique. La deuxième chose, c'est l'importance quand même de cette semaine des 5 jours en groupe. C'était une question aussi de faire venir des enfants pendant 5 jours, compliqué, mais par contre, il y a une émulation du groupe qu'il ne faut pas oublier. Et nous, on l'a véritablement, on parlait de confiance en soi de l'enfant. Ils s'auto-motivent entre eux, contrairement à ce qu'on pourrait penser, où chacun va avoir peur de l'autre. Pas du tout. Pas du tout. Nous, on a vu que c'était des groupes de parole qui se formaient de façon officieuse. Donc ça, de toute façon, ils ont des ateliers d'éducation en groupe, des ateliers diététiques en groupe. Le groupe est et puis ils regardent contact entre eux plus tard. Oui, bien sûr. Pour certains. Et puis un programme qui va bien au-delà de la cardiopathie, puisque nous, maintenant, on les met pour de l'obésité, pour d'autres pathologies, puisqu'on a une prise en charge qui est complètement globale. Donc, ça, toutes les maladies chroniques, en fait. Et donc, ce programme, il est très, très large et je suis très confiant aussi pour pouvoir se le faire rembourser un jour ou l'autre. Il faut continuer à faire des RCT. Oui. Pas d'autres questions? Je vous remercie.